Bonjour à tous et merci de ces paroles aimables et de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc la librairie des rois Charles V et Charles VI, c'est-à-dire la bibliothèque qui était installée au Palais du Louvre à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, et qui, en 1380, contenait un certain nombre de textes que l'on retrouve évidemment dans l'exposition. Donc je parlerai successivement de l'installation de la bibliothèque et de son organisation, du contenu de la librairie, de sa dispersion à partir de 1424, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Charles VI. Donc tout commence en 1364. À l'avènement de Charles V, il a 26 ans. Il décide de transformer le Louvre, qui était une forteresse, en résidence pour la cour, c'est-à-dire en lieu des cérémonies royales. Le roi lui-même habite à l'hôtel de Saint-Paul, du côté de la rue Saint-Antoine. Il confie donc l'aménagement du palais du Louvre à l'architecte Raymond du Temple. Donc vous avez ici sur la droite une représentation du palais du Louvre au début du XVe siècle, qui fait partie des très riches heures du duc de Berry, dans le calendrier au mois d'octobre, peint par les frères Limbourg au début du XVe siècle. Vous avez en face de vous la Seine, et voilà. Et ici, la tour de la Fauconnerie, donc à l'angle nord-ouest du palais du Louvre. Sur la gauche, vous voyez le dessin de la tour de la Fauconnerie pris sur l'angle ouest. Les appartements de la reine sont au premier étage. Les appartements du roi sont au second étage, du côté nord, c'est-à-dire exactement à l'opposé de là où on est. À l'extrémité ouest du deuxième étage, c'est la chambre de retrait de jour du roi. En un mot, c'est là où il fait sa sieste. Et dans la tour de la Fauconnerie, au niveau du deuxième étage, il y a l'étude du roi, là où il présente ses livres de bibliophilie aux princes et aux ambassadeurs. Et par-dessus, il y a une salle qui était à l'origine dans les combles de la tour de la Fauconnerie, auquel on a rajouté 2 autres salles avec un petit escalier dans la tourelle que vous voyez sur la droite. C'est là que va se trouver la librairie de Charles V sur 3 salles superposées. L'installation de la librairie elle-même prend plusieurs années. En 1368, on aménage les locaux, on transporte et on rénove le matériel, les lutrins, les roues à livres, les bancs. Les livres sont transférés. En 1371, on fait un tri dans les livres et on se rend compte que le roi a donné les livres de haute spiritualité aux dominicains de Troyes. C'est-à-dire qu'il a voulu faire une bibliothèque véritablement laïque. 1372 correspond très exactement à la fondation institutionnelle de la librairie, même s'il n'y a pas véritablement un acte de fondation. Mais on trouve cela dans les prologues des textes. 1373, le roi Charles V confie à Gilles Mallet, son valet de chambre, le soin de rédiger un inventaire de la librairie. Il aime beaucoup Gilles Mallet parce que celui-ci lui fait très bien la lecture. 1373, donc, premier inventaire de la librairie. 1380, à la mort de Charles V, le duc de Bourgogne fait rédiger un nouvel inventaire. On appelle ça un récolement. Un récolement, c'est-à-dire qu'on vérifie que les livres qui étaient dans la bibliothèque en 1373 s'y trouvent toujours en 1380 et on y ajoute les nouveaux manuscrits. Là, vous voyez sur cette diapositive, vous voyez à droite un portrait de Gilles Mallet en chevalier avec ses armes, facées d'hermine et de gueule, avec une coquille. Donc c'est une copie qui a été faite plus tardivement d'un vitral qui se trouvait à l'abbaye de Montport. Et puis sur la gauche, vous voyez l'inventaire de 1380,
inventaire dont il existe 2 copies. Le premier, en haut, c'est un registre sur papier qui sera régulièrement tenu à jour par Gilles Mallet, ou plutôt son secrétaire Jean Blanchet. Et il commence par recopier l'inventaire de 1373, si après, en ce papier, sont écrits les livres de Très souverain et Très excellent prince, Charles Lequin, de ce nom, par la grâce de Dieu roi de France, étant en son château du livre, en 3 chambres, l'une sur l'autre. Et puis, dessous, vous avez le rouleau de parchemin de près de 3 mètres de long, qui contient aussi le même inventaire de la librairie et qui est remis au roi. Ainsi, la bibliothèque est inventoriée. Elle est transmise à l'héritier du trône. Le garde de la librairie a une clé, le roi a une autre clé. C'est bien la première bibliothèque royale française. Elle fait partie, on dirait aujourd'hui, du patrimoine d'État. Et cela est tellement vrai que le savoir est désormais considéré comme une prérogative royale. C'est ce que montre, ce qui explique la présence du portrait de Charles V dans sa librairie en page frontispice du Polycrate de Jean de Salisbury en français. Dans cet ouvrage figure au livre 4 le célèbre adage « Rex illiteratus est quasi asinus coronatus ». Un roi sans lettres est comme un âne couronné. Mais Charles V n'est donc pas un roi sans lettres. Il est présent devant sa librairie, il est en costume du sacre, manteau fleur-de-lysée, couronne, gants blancs, j'y reviendrai, et il consulte un ouvrage sur la roue à livres, tandis que la main de Dieu, je l'ai montré par une petite étoile, sinon on ne la voit pas bien, lui insuffle la sagesse divine. Sur son livre est écrit en latin « Heureux celui qui persévère dans la sagesse de Dieu ». Et correspondant à cette image, un texte que l'on trouve dans la traduction française par Jean Corbechon du livre des propriétés des choses de Barthélemy Langlais, je traduis « Ce désir de sagesse, prince très bon, a Dieu fermement installé dans votre cœur depuis votre jeunesse, comme cela est manifeste par le grand nombre de livres que vous réunissez dans votre bibliothèque, et tout cela pour le profit du bon gouvernement de votre peuple. » Venons-en maintenant au contenu de la librairie. À chaque changement de garde de la librairie, on vérifie sa gestion et pour lui en donner quitus. Autrement dit, on vérifie que les livres sont toujours bien dans la bibliothèque. Et on rédige un nouvel inventaire. C'est la succession des 5 inventaires principaux de 1380, 1410, 1411, 1413 et 1424 qui donnent des informations chacune sur les manuscrits qui existaient dans la bibliothèque. Donc, on l'a déjà dit, en 1380, il y a dans cette librairie du Louvre 917 manuscrits, soit près, et ça c'est important, de 2000 à 2500 textes. Parce que dans un manuscrit, il y a souvent plusieurs textes, et souvent en plusieurs exemplaires. Ces manuscrits sont répartis dans les 3 salles, selon une organisation bien précise, ou plutôt suivant l'usage qu'il est fait pour chaque ouvrage. La première chambre, qui est lambrissée de bois précieux et dotée de roues à livres, renferme les livres qui magnifient l'autorité du souverain. Histoire universelle, Grande chronique de France, tout ouvrage à vocation politique. Copié par les meilleurs écrivains, Henri du Trévoux, Raoulé d'Orléans, illustré par les meilleurs enlumineurs, le maître de la Bible de Jean de Sie, le maître du livre du sacre. Sur les 270 manuscrits que compte cette première salle, on en a identifié 25, soit le 10e, c'est pas trop mal. Donc, pour cette première salle, je vais présenter les manuscrits les plus importants du point de vue politique. Et tout d'abord, le livre du sacre, dans un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à Londres, Cotton Tiberius 8.2, donc rédigé peu après le sacre de 1364,
à partir d'ordinesse du couronnement de Reims, il n'a cessé d'être complété par le roi et ses clercs, aussi bien pour le texte que pour l'illustration. De sorte que, en 1378, il est un véritable livre d'images du sacre du roi. À gauche, le moment où l'archevêque de Reims oint les mains du roi. À droite, il lui enfile les gants qui protègent le Saint-Crème que l'on a posé sur ses doigts. Et si vous avez bien regardé le couronnement de Charles III, vous avez vu qu'on lui enfilait aussi un gant identique. C'est intéressant de voir la permanence en fait des éléments du sacre, de la même manière qu'on l'a mis derrière en paravent pour l'oindre sur le torse. Et c'est exactement la même chose que l'on voit dans les manuscrits médiévaux. Donc, pour bien montrer le prix que le roi attache à cet ouvrage, il y a inscrit la mention que vous voyez à gauche. Ce livre du sacre des rois de France est à nous, Charles le 5e de notre nom, roi de France, et le film corrigé, ordonné, écrire et historier, c'est-à-dire doté de miniatures narratives. Autre manuscrit important du point de vue politique, c'est le Rational des divins offices de Guillaume Durand, évêque de Mende. Il l'a écrit en latin en 1285. C'est un ouvrage qui, en latin, donc, a eu un immense succès, puisqu'il était fait pour les prêtres et les clercs, et qu'il explicitait les différents rites de la messe. Le roi le fait traduire en français en 1372, par Jean Golin, un carme normand. Sur cette image, vous voyez, en page frontispice, un portrait de la famille royale. Le roi, qui du doigt commande à Jean Golin, le carme, la traduction de ce texte important en latin. En face de lui, sa femme, Jeanne de Bourbon, reconnaissable à la brisure de col qui orne sa robe fleur-de-lysée. Elle est accompagnée de ses deux filles, Isabelle et Marie. À la gauche du roi, le dauphin, qui sera le futur Charles VI, porte les armes mi-partie de France et de Dauphiné. Et vous voyez que les représentations sur cette miniature correspondent exactement au portrait sculpté du roi Charles V et de la reine Jeanne de Bourbon, qui se trouve aujourd'hui au Louvre, mais qui se trouvait également au Palais du Louvre à l'époque. Ce manuscrit est illustré par le maître celui que l'on appelle d'après ce manuscrit le maître du Rational des divins offices, et vous retrouverez dans l'exposition une autre œuvre de ce maître, un très bel Ovide moralisé. Autre élément remarquable de cet ouvrage, le roi y a fait ajouter un chapitre sur le traité du sacre, chapitre qui vient après les chapitres en latin qui étaient sur la dédicace de l'Église et sur les consécrations. Et donc c'est tout nouveau, Jean Golin va expliquer les différents rites du sacre, c'est ce que l'on voit qui seront ensuite, intégrés dans le manuscrit précédent. Ici, on voit l'onction du roi sur la poitrine. C'est un peu compliqué mon affaire. C'est qu'en fait, Charles V, en pleine guerre de Cent Ans, après la révolte de 1358, a besoin de rétablir sa légitimité dynastique face au roi d'Angleterre Édouard III, qui lui est le petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère Isabelle de France. Autre manuscrit tout à fait important du point de vue politique, ce sont les grandes chroniques de France. Donc il s'agit d'un ensemble de textes rédigés à l'origine à l'abbaye de Saint-Denis en latin, qui a été traduit en français par Prima, c'est le manuscrit que vous voyez sur la droite, un moine de Saint-Denis, pour être offert en 1274 à Philippe III le Hardi. C'est le manuscrit Sainte-Geneviève 782, qui fait aussi partie de la bibliothèque du Louvre. Le manuscrit du XIIIe siècle s'ouvre par l'enlèvement d'Hélène par Paris et son retour à Troyes. Le manuscrit fait pour Charles V, donc vers 1370, qui est le français de 1813, copie le manuscrit du XIIIe siècle, mais
l'améliore, le complète de manière à valoriser la monarchie française. Il la valorise de deux façons. Il montre que le royaume des Francs est bien plus ancien que le royaume du Saint-Empire romain germanique. Et ensuite, il montre que la monarchie française est sainte. Donc ici, vous avez la présentation des Francs qui descendent des Troyens. Et ici, le roi a fait rajouter à l'intérieur de ce texte des scènes de la vie de Saint-Louis. Donc sa naissance, Saint-Louis apprend un livre, il lave les pieds des mendiants, et en bas à droite, il reçoit la discipline de son confesseur. À la fin de l'ouvrage figure un reportage, texte et images, sur la visite que l'empereur Charles IV, qui est l'oncle de Charles V, a fait à Paris. Et en particulier, y est présenté le banquet qui, à cette occasion, a été donné au Palais de la Cité. Donc, vous voyez, je vais arriver à montrer, non, je ne suis pas très dégourdie. Vous voyez le deuxième personnage en partant de la gauche, c'est l'empereur, il a la couronne fermée, puis après, vous avez Charles V, après, vous avez le roi des Romains, etc., et quelques évêques. On présente aussi, pour montrer que le roi de France est un roi très chrétien, en entremets, c'est-à-dire une espèce d'interlude entre les plats, la conquête de Jérusalem par Godefroy le Bouillon. Mais je vous présente ça pour une raison tout à fait particulière, c'est qu'on a récemment trouvé à la British Library la liste des plats qui étaient servis à ce banquet. Il y avait différents brouets clairs, des conins farcis, c'est-à-dire du lapin farci, des cygnes, des poulets et des crêpes. Et pour ajouter le tout, il y a très récemment, enfin en ce moment, à la conciergerie, une exposition sur la gastronomie française. Et le 26 mars, on a offert aux gens qui étaient présents le repas du banquet de Charles V. On se demande ce que c'était ces brouets. Bon. Autre manuscrit très important de la librairie de Charles V, c'est le Songe du Verger, rédigé d'abord en latin en 1373 par Évrard de Trémaugon, puis traduit en français. Il est important parce qu'il reflète les débats qui eurent lieu à la cour de Charles V et en particulier évoque les rapports entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, les questions de la tyrannie, on verra qu'au début du XVe siècle, ça sera une question importante, et tout ce qui concerne l'éducation des dauphins. Sur la partie, le feuillet de gauche qui a été rajouté, on présente, enfin, il y a le songeur, et puis le roi, considéré comme le vicaire de Dieu en sa temporalité, entre puissance spirituelle à gauche, puissance temporelle à droite, et le débat entre le clerc à gauche et le chevalier à droite. Et sur l'autre feuillet, le feuillet qui fait face, vous voyez en haut l'offrande du livre au roi. Vous voyez dans les marges toutes les sources auxquelles s'est référé Évrard de Trémaugon pour faire ça, ce sont dans les petites manchettes, pour faire son texte. Et puis en bas, encadrant le blason aux fleurs de lys, l'emblème de Charles V, les deux lions en grisaille affrontés. Alors je laisse de côté la question politique pour aborder un autre élément essentiel de la librairie de Charles V, dont on a beaucoup parlé. Ce sont les nombreuses traductions qu'il a fait faire en français pour son usage personnel ou pour celui de ses conseillers. Parmi de ces traductions, il y a les éthiques, les politiques, les économiques d'Aristote, à partir de la traduction latine qu'avait fait Guillaume de Morbec. Dans la troisième salle, il y avait d'ailleurs un exemplaire latin des éthiques. Et pour cela, vous pouvez vous référer aussi à l'exposition qui présente de nombreux textes d'Aristote dans une autre traduction. Donc, la particularité, en fait, de ces traductions de textes antiques, c'est que pour Aristote, pour Augustin, pour Tite-Live et sans doute pour d'autres, le roi en avait 2 exemplaires. Il s'en faisait faire un exemplaire pour sa personne publique. C'est-à-dire que l'illustration
pouvait être montré en public aux conseillers, aux princes. C'est ce que l'on voit ici dans ce manuscrit qui est à Bruxelles. C'est un manuscrit de grand format. Il a 218 feuillets, il fait 31 cm de haut sur 21 de large. Donc on voit l'offrande en haut à gauche, l'offrande du livre au roi, un portrait de la famille royale. On voit en bas à gauche Aristote qui enseigne Alexandre et ses disciples, et puis autre chose. Et il a également le même exemplaire, enfin pas tout à fait le même exemplaire du texte, mais pas de l'illustration, qui est pour sa personne privée. C'est celui qui l'emporte en voyage, c'est celui dans lequel il se ressource personnellement et qui est présenté d'une manière totalement différente, puisque vous voyez dans le registre supérieur un dialogue entre le traducteur, Nicolas Rem, et le roi. D'abord, j'ai oublié de dire que cette fois-ci, c'est un ouvrage de plus petit format, puisqu'il n'a que 21 cm par rapport à 31 sur 15, alors que l'autre était 30. Donc, le roi, il y a un dialogue donc, entre Nicolas Rem et le roi. Le roi reçoit de Nicolas Rem la dédicace de sa traduction, et il dit, en latin bien sûr, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse ». Et Orem lui répond, « Préférez mes instructions à l'argent, et la science alors le plus précieux ». Et je trouve que c'est intéressant, ça n'a pas souvent été dit, que le roi se fait faire plusieurs manuscrits, dont l'un sert à la lecture publique, on va dire, et l'autre à la lecture privée dans son étude. Donc ce manuscrit-là, il est conservé, voyons. Oui, il est conservé à La Haye. Donc, si la première salle renfermait des manuscrits magnifiant l'autorité royale, et qui étaient pour la plupart des manuscrits destinés au souverain, la seconde salle, elle, renfermait toujours 270 manuscrits, mais qui étaient des ouvrages de divertissement et de piété. Et il semble bien qu'ils étaient surtout lus par les reines et les princesses et par les enfants royaux. Il y avait évidemment de nombreux exemplaires du roman de la Rose, de Brunet latin, mais aussi des romans courtois dont étaient friandes évidemment les princesses. Ici, un manuscrit de la quête du Graal, daté du deuxième quart du XIVe siècle. À gauche, vous voyez une représentation de la cour du roi Arthur. Vous voyez derrière la table Arthur et Guenièvre et Lancelot qui se met à genoux et demande la permission de pouvoir partir. Sur la droite, à la fin du manuscrit, une représentation de Galahad, le meilleur chevalier du monde, qui retire du bloc de marbre qui flotte sur l'eau l'épée, voilà, qui le désigne comme meilleur chevalier du monde. Et si vous avez regardé le catalogue de l'exposition, donc, dans le catalogue, vous avez cette même représentation aussi de Galahad retirant l'épée. Et ce manuscrit a appartenu à Elisabeth Woodville, qui était la fille de la femme du duc de Bedford. C'est un peu compliqué, mais c'est pour montrer qu'effectivement, c'était lu par les princesses. Il y avait aussi des manuscrits à côté des textes de Guillaume de Machaut, de poésie de Guillaume de Machaut. Il y avait de très rares manuscrits de musique polyphonique, comme cet exemplaire qui est conservé aujourd'hui à la bibliothèque laurentienne à Florence. Donc musique polyphonique, c'est-à-dire musique à 3 ou 4 voix, avec de multiples motifs ornementaux, répétition, graduation, échange de voix, que l'on chantait à Notre-Dame pour les grandes fêtes liturgiques. Et ici, ce que l'on voit, enfin on ne voit pas très bien, c'est le chant Viderunt omnes que l'on chante le jour de Noël et dont la musique avait été écrite par Maître Perrotin. Et sur la gauche, une rare représentation des trois types de musique selon Boès, la musique mondaine, en haut à gauche, avec à droite les différents éléments. Au deuxième registre, la musique humaine, avec la danse des hommes. Et enfin, la musique instrumentale. Donc cette deuxième salle contenait aussi des poésies profanes, en particulier une trentaine de dits de Vatriquet de Couvain en plusieurs exemplaires. Donc Vatriquet de Couvain, c'était un ménestrel du Hainaut
qui se trouvait sous la protection de la famille de Châtillon, proche de la famille royale. C'est ici un manuscrit conservé à l'Arsenal. Vous voyez que ce manuscrit, d'après la miniature de droite, est dédié à Philippe VI de Valois et à sa femme Jeanne de Bourgogne. Il semble qu'il ait fait partie d'une série de manuscrits que Gauthier de Châtillon commanda au libraire Thomas de Maubeuge pour l'offrir au parti de Valois lors de l'accession au trône de Philippe VI. Et je montre ce manuscrit pour expliquer qu'en fait, il est vraisemblable que la librairie de Charles V remonte à l'époque de Philippe VI de Valois, puisqu'on va dire qu'il semble qu'elle se constitue à cette date, puisqu'on a de nombreux textes de cette époque. On a aussi toutes les traductions qui sont faites pour Jeanne de Bourgogne. On a aussi tous les textes du départ en croisade qui sont contemporains de Philippe VI de Valois. Et parmi les ouvrages de piété, cette Somme le roi de Frère Laurent, qui est une sorte de catéchisme dont la bibliothèque compte pas moins de 6 exemplaires. C'est un manuel en français pour les laïcs qui explique le pater, le credo, les articles de la foi et une sorte de traité des vices et vertus. Les plus anciens manuscrits sont dotés de 15 illustrations à peine pleine page pour soutenir la méditation. Ici, vous l'aurez reconnu, c'est l'histoire de la bête de l'Apocalypse qui sort de la mer, qui est épouvantable, qui a un corps de léopard, des pattes d'ours, une gueule de lion, qui a 7 têtes. Et chacune de ces têtes correspond à un péché, orgueil, envie, colère, paresse, avarice, luxure, gloutonnerie, de quoi pouvoir les mémoriser facilement et avoir peur. La troisième chambre était plus diverse. On l'a parfois dit, elle contenait, comme on l'a signalé à de nombreuses reprises, des ouvrages d'astrologie, d'astronomie traduits en français, des ouvrages de médecine, mais également des livres d'enseignement pour les enfants royaux, ce qu'on appelait les octores octo, avec Donna, etc. Et encore des dictionnaires abrégés, comme le Catholicon, des sermonnaires pour les confesseurs. Des textes classiques, il y en avait très peu. Pas de Cicéron, pas de Virgile, mais évidemment Boès, la consolation de philosophie, Tite-Live, Saint-Augustin, voilà. Ici, je vous présente une encyclopédie préparée pour les prédicateurs, le Liber de Natura Rerum de Thomas de Cantimpré, fin du XIIIe siècle. Vous voyez qu'on est dans tout à fait un autre style de manuscrit. Je vous le présente pour vous montrer comment on identifie aujourd'hui les manuscrits de la librairie de Charles V. On l'identifie à partir des mots du 2e feuillet. C'est ce qui est présenté ici, nunc autem, voilà. Nunc autem si omnes quatuor plagué, etc. Lorsque dans la description, on voit Natura Rerum à 2 fermoirs de laiton, couverts de cuir, etc., commençant au 2e feuillet, Nunc autem, on est sûr que ce manuscrit, qui est le latin 347, a fait partie de la librairie de Charles V. Et on voit aussi que les manuscrits qui ont été identifiés, c'est souvent les manuscrits les plus illustrés, et que ceux qui sont de moyenne, plus communs, n'ont souvent pas été trouvés. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la bibliothèque remonte vraisemblablement à l'avènement de Philippe VI de Valois et sa femme Jeanne de Bourgogne, puis s'accroît sous Jean le Bon, puis évidemment sous Charles V. Il y a peu d'acquisitions sous Charles VI. À la suite du traité de Troyes en 1420, Charles VI déshérite son fils, le dauphin, qui deviendra le roi de Bourges, au profit de la dynastie anglaise des Lancastres. À la mort de Charles VI en 1422, le royaume passe aux mains d'Henri VI d'Angleterre, qui n'a qu'un an. C'est donc Jean de Lancastre, duc de Bedford, qui assure la régence. C'est lui qui, en 1424, va racheter la librairie royale pour une bouchée de pain, 2200 livres. Je ne sais pas ce que ça fait. Voilà. Ici, vous avez une représentation
du duc de Bedford, qui, malgré tout ce que l'on peut dire, était un excellent bibliophile et assez pro-français, finalement, si je peux dire. Donc, un portrait du duc de Bedford dans les heures du duc de Bedford qui sont conservées à Londres, et donc à droite, une représentation de la ville de Rouen, parce que le duc de Bedford a fait transférer en 1429 la librairie royale à Rouen. Elle sera conservée au manoir de Joyeux Repos, qui se trouve aujourd'hui, si vous connaissez Rouen, rue Audrebec, à l'endroit tout à fait au bout de la rue Audrebec, à l'endroit du CHU de Rouen. Voilà. Et à sa mort en 1435, elle sera... oui, à sa mort en 1435, elle sera dispersée. C'est-à-dire qu'elle va être transférée en Angleterre, à Londres, près du Palais du Roi, à un endroit où le duc de Bedford avait sa maison. Elle y restera pendant assez longtemps aux mains de ses exécuteurs testamentaires, et en particulier le cardinal Henri Beaufort, qui était son oncle. La dispersion de cette bibliothèque au XVe siècle est assez étonnante parce qu'en fait, elle se disperse très 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 doucement et on verra qu'elle reste aux mains des grands princes. Parmi les possesseurs de cette bibliothèque au XVe siècle, Henri de Gloucester, qui était évidemment un éminent humaniste, qui connaissait Leonardo Bruni d'Arezzo, etc., qui a été un des fondateurs de la bibliothèque d'Oxford en lui donnant environ 250 manuscrits. Et donc, il avait dans ses collections, il a eu entre ses collections ce beau texte de Tite-Live dans l'exemplaire qui est en français, qui est fait pour Charles V. Donc vous voyez à gauche le portrait d'Henri de Gloucester et en bas de cette très belle page, l'histoire d'Hercule et de Cacus, que vous connaissez tous, j'imagine. Donc Hercule s'était endormi, il avait les bœufs de Gérion. Cacus, pendant qu'il est endormi, fait entrer les bœufs à reculons dans une caverne et ça se termine mal pour Cacus. Voilà. Et c'est important, cette représentation est importante en tête des dégâts de Tite-Live parce que c'est à cet endroit même que va être fondée Rome. De la même manière, un autre grand prince qui va racheter une dizaine de manuscrits de la librairie de Charles V, c'est Charles d'Orléans. Charles d'Orléans a été fait prisonnier à Azincourt en 1415. Charles V est son grand-père. Il va racheter certains manuscrits qui sont dans ses goûts. Et vous savez bien que Charles d'Orléans était un excellent joueur d'échecs. Par conséquent, celui qui va racheter, c'est ce qu'on appelle le bonus socius, c'est-à-dire un texte où il y a une suite de parties d'échecs en latin. Donc, en tête de ce manuscrit, qui est le BNF latin 10286, vous avez donc un chevalier et sa dame qui jouent aux échecs, et puis plus loin, un chevalier et sa dame qui jouent aux tables. Et lorsque Charles d'Orléans doit le racheter vers 1438-1440, quand il retourne en France, il fera compléter ce texte avec la traduction du texte de Jacques de Sessol, le Liber Super Ludos Cacorum, dans la version de Jean de Vignay, l'exposition à la version de Jean Ferron. Et il fait mettre, dans ce nouveau texte qu'il rajoute, qui est en français, ces armoiries de France, partie de France et des Visconti, c'est-à-dire avec la guivre des Visconti. Autre personnage qui va racheter une douzaine de manuscrits de Charles V lors d'un séjour qu'il a fait à la cour d'Angleterre auprès d'Édouard IV vers 1474, c'est Louis de Bruges, seigneur de la Grutuse, que vous voyez à gauche, avec son collier de la toison d'or. Donc il va racheter le deuxième volume de la traduction du De Civitate Dei de Saint-Augustin par Raoul de Presles. C'est celui qu'on voit sur la gauche, le français 1774. Il n'avait pas le premier volume, qu'à cela ne tienne. Il en fait faire pour avoir une collection complète. Et donc vous voyez sur la droite le premier volume de cette même traduction, mais cette fois-ci fait en 1470 à son époque, par le maître de Marguerite Dioc. Louis de Bruges, donc, dotait ses manuscrits de ces armoiries que vous voyez à gauche. Écartez-les au 1 et 4,
d'or à la croix de sable et 2-3 de gueules au sautoir d'argent. Ces armes ont été recouvertes par celles du roi de France lorsqu'il a donné ses manuscrits, lorsque son fils a donné ses manuscrits à Louis XII. Mais lorsque l'on regarde bien, on peut voir que les manuscrits ont appartenu à Louis de Bruges, parce que la partie argent du blason a, a mangé, pourrait-on dire, le parchemin, et on les voit par transparence. Enfin, un autre personnage, évidemment, un autre grand-duc d'Occident, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a également acquis une bonne douzaine de manuscrits de la librairie de Charles V, et quant à lui, son choix s'est porté sur les manuscrits qui pouvaient valoriser le caractère monarchique de sa librairie. Il a donc acquis en particulier des manuscrits de la vie de Saint-Rémy, l'ordonnateur du Sacre des rois de France. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que personne, aucun de ces grands princes n'a voulu reconstituer vraiment la librairie de Charles V, mais chacun en a acquis une petite douzaine qu'il a fait entrer dans ses propres goûts. Aujourd'hui, sur les 917 items décrits dans l'inventaire de 1380, on peut dire qu'il y a à peu près 140 manuscrits qui ont été identifiés, dont près de la moitié figurent dans les collections de la Bibliothèque nationale. Mais l'histoire n'est pas finie, puisque la BNF vient de lancer une souscription pour l'acquisition d'un bréviaire de Charles V, datant de 1375, pour la modique somme de 1,6 million d'euros. Ici, vous voyez, c'est quand même un manuscrit magnifique. Ici, vous voyez Charles V en prière devant les reliques de la Passion de la Sainte-Chapelle, illustrées par le maître du livre du Sacre. Tout ce que je vous ai dit ce soir, et bien d'autres choses encore, a fait l'objet d'un livre qui paraîtra l'année prochaine, publié par l'École des Chartes et qui s'intitule « La librairie de Charles V et Charles VI, reconstitution et survie d'un patrimoine intellectuel ». Merci beaucoup.